Amis du lundi hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation où il sera exclusivement question d'argent. Je me place sous le parapluie d'une personne qui s'y connaît bien et qui a dit, je cite, « La crise financière est devant nous, il faut la prévenir, je veux l'empêcher pour protéger les plus faibles et notamment les épargnants. » Tout le monde aura reconnu, j'imagine, les propos du Premier ministre, pas d'une autre, mais du Premier ministre, Michel Barnier, lors d'un récent déplacement en province. Alors, vaste programme, comme dirait l'autre, puisque, à en croire la presse économique, les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui prêtent le plus d'argent aux États surendettés comme l'Angleterre ou la France, sont de plus en plus nerveux, ou seraient de plus en plus nerveux, devant l'affaiblissement de nos capacités budgétaires, et certains commenceraient même à craindre de n'être jamais remboursés. À leur niveau, à notre niveau, les Français, eux, sont accablés d'impôts, et ce sont des impôts de plus en plus contestés, puisque la ponction confiscatoire à laquelle ils sont soumis ne semble régler aucun des problèmes auxquels ils sont confrontés, ce qui est tout de même ballot. Et pire, comme le montrait récemment l'Institut Pollemia, une partie du budget de l'État est même gaspillée sans aucune mesure, sans aucun discernement, à coût de dépenses souvent dispensables, mais aussi parfois complètement nuisibles. Au point qu'aujourd'hui, le contournement de l'impôt relève de plus en plus de la légitime défense. Alors évidemment, pas moi, parce que moi je paye mes impôts, je suis heureux de payer mon petit éco pour financer les immigrés illégaux, la Gay Pride, les avantages des députés européens. Ça me fait vraiment plaisir et je le fais avec joie. En tout cas, voilà, ceux qui aujourd'hui ont la chance d'avoir un petit bas de laine se demandent comment le protéger, comment protéger leur épargne en cas de crise grave. Et ceux-là sont parfois la proie de charlatans qui abusent de leur naïveté en leur faisant miroiter de magnifiques placements qu'ils font payer à prix d'or, ainsi que leurs conseils farfelus. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé de faire un grand tour d'horizon économique avec un expert reconnu pour vous aider, vous, les auditeurs de Radio Courtoisie, et puis nous, au passage, pour comprendre les grands enjeux économiques auxquels nous devons faire face, à l'échelle du pays, même de la planète, mais aussi à un niveau plus individuel, pour trouver des solutions pour nous, pour protéger notre épargne et pour protéger le patrimoine que nous voudrions léguer à nos enfants ou à nos petits-enfants. Alors, c'est de ces enjeux importants dont nous allons discuter aujourd'hui avec les tirelires de la réinformation. Alors, avec Xavier Van Lierde, journaliste, avec Jean-Yves Le Gallou, président de Pollemia, et avec le coffre-fort de la réinformation, avec Éric Doutrebente, fondateur et président du comité de surveillance de la financière Tiepolo. Bonjour. Alors, pour participer à notre grand oral économique de la réinformation, chers auditeurs, vous avez également votre place. Vous pouvez nous écrire un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou écrire à Solange qui prendra votre message au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, courtoisie@rc.fr, 01 46 51 00 85. Nous commençons maintenant notre émission spéciale économie. Éric Doutrebente, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons essayer de voir un peu les grands enjeux économiques de notre époque. Et pour commencer, dans ma tête, Jean-Baptiste Tiepolo, c'est un peintre du 18e. Alors, ces toiles coûtent sûrement très cher, mais quel est le lien entre un peintre du 18e et une société de gestion de patrimoine ? Alors, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, donc Tiepolo a été créé en 2007, et quand vous créez une société en France, vous avez toujours du mal à trouver un nom, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a déposé dans la rubrique un tel ou un tel, et donc, résultat, vous prenez des risques juridiques. J'en voulais pas, donc on a tourné autour de plein de noms, et puis un jour, j'achète une estampe, non pas un dessin, mais une estampe de Tiepolo à Drouot, et j'appelle mon agence, et je dis, vous pouvez regarder ce que ça donne, Tiepolo. Ils me disent, oui, c'est tout à fait possible. Alors, pourquoi Tiepolo ? Parce que j'avais vu aussi une très belle exposition à Rome en 2005 d'estampes de Dürer à Tiepolo. Et donc Tiepolo, c'est une famille, donc j'aime bien les familles. Oui, c'est une dynastie. Vous avez Gambbattista, donc c'est qui est né à peu près à la fin du XVIIe siècle. 1694, je crois. Voilà, donc fin du XVIIe, et puis il a eu deux fils, Domenico et Lorenzo.
Alors, Gambardista est connu par rapport à plein de fresques. Donc, si vous êtes à Paris, vous allez à Jacques-Marandré. Sans ça, vous allez à Venise, vous allez à Madrid, vous allez à Würzburg. Et puis, Domenico aussi a fait beaucoup de choses, pas mal de choses religieuses, donc avec des très beaux dessins religieux. Voilà. Une histoire de famille, un nom où les gens se disent bah, pourquoi Tiepolo. Et évidemment, il n'y a C'est pas vrai. beaucoup de rapport avec la finance, parce que Tiepolo, c'est une gestion de portefeuille. Donc, on fait de la gestion privée, donc on s'occupe des clients privés. On fait de la gestion financière, c'est-à-dire qu'on va gérer l'argent de nos clients. On fait aussi on s'occupe de l'épargne, de l'ingénierie patrimoniale, puisque aujourd'hui, c'est quand même devenu de plus en plus complexe. Et un client, si vous n'êtes pas aidé en interne par quelqu'un qui jongle avec les donations, les successions, les apports de SCI, voilà, plein de choses, les apports compte courant. Donc, on est aidé par Alexis Réunion, qui est très agréable pour avancer sur le sujet. Et puis, on fait aussi de l'épargne retraite. Donc, c'est le fameux PER que j'ai déjà évoqué sur votre antenne. Et puis, de l'épargne salariale. Donc, l'idée, c'est de faciliter, de simplifier la vie des clients. On a plus de 2500 foyers fiscaux. Et nous sommes 35 personnes au service de clients privés, mais aussi de sociétés holding de familles, un peu d'argent de trésorerie de société, et puis aussi des OSBL, donc les organismes sans but lucratif. C'est les fonds de dotation, les fondations, les associations, les OGEC d'école. Voilà. Donc il y a plein de sujets, mais tout ça, on travaille en équipe et je suis très content de la fusion qu'on a faite il y a 3 ans avec la famille de Bandols, où ils vont continuer et j'ai pu, grâce à eux, transmettre ce que j'ai reçu. Bon, alors en parlant d'art et d'histoire de famille, je précise pour les auditeurs de Radio Courtoisie que vous avez un excellent frère, Olivier, qui anime à Radio Courtoisie, qui dirige une émission dédiée pour le coup au marché de l'art et à l'histoire de l'art. Et voilà, ça fait peut-être le lien entre Tiepolo et la financière Tiepolo. Alors, quelle est votre spécificité par rapport à d'autres structures telles que la vôtre? Alors, Qu'est-ce qui spécificité, fait c'est que que... vous avez à peu près 700 sociétés de gestion de portefeuille agréées en France, mais il y en a beaucoup qui sont détenus à 100% par les banques. Donc, par exemple, Crédit Agricole à Amundi, qui est détenu à 100%. Vous pouvez avoir des compagnies d'assurance. Il y a aussi des gens qui sont des fonds d'investissement qui les détiennent. Mais nous, on fait partie des rares sociétés de gestion de portefeuille indépendantes, il y en a beaucoup, mais qui font de la gestion. On gère presque 2 milliards d'actifs. Et on fait que de la gestion directe entre le client et la société de gestion. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, ce qu'on appelle la gestion sans intermédiaire, donc non intermédiaire. Et ça, c'est important pour la connaissance du client, pour essayer de s'adapter par rapport à ses besoins, ses objectifs. Et donc, c'est une autre de nos forces. Donc, on fait partie des 5 plus grosses sociétés de gestion non intermédiaires de gestion privée en France. Mais on n'est pas banquier, et donc le risque que vous prenez, c'est d'être mal géré. Mais votre argent n'est pas déposé chez nous. Tout passe par nous, mais il est déposé chez plusieurs conservateurs, dépositaires de titres ou des compagnies d'assurance avec qui on travaille. Mais c'est nous qui sommes responsables et coupables de la gestion. C'est vraiment essentiel. Eh ben, écoutez, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va d'abord faire un grand balayage donc, international et puis national. Et puis ensuite, on va en venir dans une logique d'entonnoir un petit peu à la question des auditeurs et des biens des auditeurs de Radio Courtoisie. Donc peut-être que certains auront envie de vous confier leurs biens à l'issue de cette émission. Alors on commence, si vous voulez bien, en partant du plus large pour nous recentrer donc ensuite. D'abord, dans le monde, donc, ont eu lieu des élections aux États-Unis. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, je le signale, c'est Donald Trump qui a gagné. Alors, selon vous, quelles seront les conséquences économiques, puisque politique, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais la politique et l'économie sont liées. Quelles seront les conséquences pour la France et plus généralement dans le monde? Donc cette victoire de Donald Trump, qu'est-ce qu'elle change concrètement? Alors, je crois qu'il faut déjà rappeler les deux, trois choses importantes. C'est la première fois que c'est aligné, c'est-à-dire que vous avez le président avec une chambre des députés et un Sénat, et tout le monde va aller dans le même sens. Alors évidemment, dans les esprits chagrins que nous connaissons, attention, c'est pas tout à fait normal, c'est contraire à la démocratie. Moi, je ne comprends pas très bien ce genre de raisonnement. C'est comme dans une société, dans une famille. Si tout le monde n'est pas aligné, ça marche moins bien que quand tout le monde est aligné. Bon, ça c'est le premier point qui est essentiel. Deuxième point, et ce n'est pas moi qui le dis, je répète les propos de Maurice Lévy. Maurice Lévy, l'ancien président de Publicis, que j'ai déjà évoqué dans le cadre de Radio Courtoisie, il a essayé de parler du candidat Kamela sur les aspects du wokisme, et en fait, évidemment, personne ne voulait parler de ce sujet-là, alors qu'il y a quand même un changement
sûrement de paradigme sur ce sujet important qui a quand même des liens aussi dans le cadre des sociétés, parce que tous les aspects qui ont été mis en place, on en reparlera sur l'ESG, il y a de l'ESG, puis il y a quand même des choses qui sont non dites. Et quand vous avez la chance d'avoir des amis qui sont dans des grosses boîtes françaises ou américaines et qui souffrent de cela, j'espère que ça va être un des moyens de rééquilibrer, de trouver des choses harmonieuses et pas des choses exagérées. Alors concrètement, ça pourrait être quoi ? C'est-à-dire qu'il va diminuer la pression, sur ces sujets-là, et puis il va remettre d'aplomb. Il suffit de voir les annonces qu'il a déjà faites sur des aspects liés à la santé, liés aux aspects transgenres, tous ces aspects-là. Il va y avoir un peu de normes et de mesures qui risquent de... Donc ça a de l'influence sur l'économie, parce que, par exemple, les laboratoires pharmaceutiques, sur le marché américain, certains peuvent un peu s'inquiéter. Donc, il y aura des conséquences, mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi, vraiment, j'insiste sur l'alignement de la volonté. Alors après, quelles sont les grandes mesures qu'il veut prendre ? Alors, pardon, je vous interromps, Éric Dutrouban, mais s'inquiéter sur l'alignement des structures de gouvernement américaines, en France, c'est un peu hypocrite, parce qu'on a déjà eu, sous la Ve République, un alignement des structures de pouvoir, du Parlement, du président, Oui, c'est vrai, mais à quoi ? Sarkozy. Oui. Sarkozy, c'est pas non plus le Moyen-Âge. C'est vrai, mais après, qu'est-ce qui aurait pu être fait avec un alignement n'a peut-être pas été fait. Nous, on n'a peut-être pas été. Je pense que là, on a quand même l'occasion de voir quelqu'un où ça devait être la fin du monde. Je rappelle qu'en 2016, les marchés financiers devaient s'effondrer. Ils ne sont pas du tout effondrés, ça a côté de fonctionner. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'avoir une vision manichéiste de l'existence, parce que ce n'est pas équilibré et ça ne va pas dans l'intérêt des pays et aussi des petites gens, parce que je crois que c'est important, c'est de s'occuper des gens qui font la richesse de nos pays. Et j'ai l'impression que Trump, c'est la chose la plus importante, c'est d'abord l'Amérique. Donc c'est d'abord, je m'occupe des Américains. Oui, puisse-t-il nous inspirer. Jean-Yves Le Gallou, un mot sur cette... Juste un mot, je crois effectivement que dans les choses importantes par rapport aux libertés politiques et aux libertés économiques, il y a la mise au calme un petit peu de ce que vous appelez l'ESG, c'est-à-dire les contraintes environnementales, sociétales et de gouvernance dans les entreprises, qui sont en fait l'instrument pour imposer l'idéologie unique à l'intérieur des entreprises, et avec sans doute des conséquences plutôt négatives sur le plan de leur efficacité, puisque ça n'amène pas forcément, par exemple, pour la gouvernance, à choisir le plus compétent ou les plus compétents, mais à choisir ceux qui ont les profils qui correspondent aux quotas qu'on veut mettre en œuvre. Alors ça, cela dit, j'ai l'impression que les marques, notamment, n'attendent même pas une décision d'un gouvernement conservateur, mais commencent elles-mêmes à s'auto-réguler, si je puis dire. On a vu des marques comme Harley-Davidson, pour rester aux États-Unis, ou le whisky Jack Daniels, qui avaient entrepris une politique pro-wokiste, en fait, c'est-à-dire de valorisation des minorités, aussi bien dans leur recrutement que dans leur management, que dans leur communication, revenir drastiquement en arrière. Il y a déjà des changements, mais ce qui est important, c'est quand à la tête du pays, vous avez une volonté politique. Je pense que ce sujet-là va quand même permettre... Alors ça marche aux États-Unis, et ce qu'on espère toujours, comme on a toujours 3 ans, 6 mois, 10 ans de retard, on espère que ça sera la même chose en France, en Europe. Xavier Hanley. Oui, parce que effectivement, je me réjouis pour les États-Unis. On peut espérer que ça finisse par nous toucher aussi, mais en l'occurrence, le 19 novembre dernier, les notations en matière environnementale et sociale de gouvernance, donc les fameuses normes ESG dont on parle, et qui en fait généralement visent plutôt à promouvoir des notions dites de diversité ou de délire écologique apocalyptique, viennent de recevoir un feu vert du Conseil européen. C'est-à-dire que la machine ne s'est pas arrêtée de ce côté-ci de l'Atlantique. Loin de là. Et on pourrait même craindre, et d'où ma question, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles pour l'Amérique ne sont pas nécessairement des bonnes nouvelles pour nous, tout simplement parce que nous ne sommes pas américains, et que donc si des sociétés américaines perdent ce fil à la patte, est-ce que ça ne va pas accélérer le différentiel de compétitivité qui me semble déjà quand même relativement important entre l'économie américaine et l'économie européenne, et singulièrement l'économie française, puisqu'on a vu que la différence de niveau de vie s'était considérablement creusée entre les États-Unis et l'Europe ces dernières années.
Oui, vous avez raison, mais je crois qu'il faut toujours être un peu positif dans les choses, parce que sans ça, on broie toujours du noir, et j'essaie C'est toujours vrai. de me battre quand je viens ici. Soyons dans le réel, mais soyons en plein d'espérance pour avancer. Donc, il y a un élément important aux États-Unis. Ça va peut-être être un peu plus compliqué à court terme sur l'Europe, mais si l'Europe prend enfin sa destinée en main, et donc ça devrait s'arranger. Après, ce qui est important, c'est de regarder exactement les choses qui vont arriver. Donc, il y a le sujet des droits de douane. Donc les droits de douane, il faut déjà pas oublier que dans la première, en 2016, au niveau de l'impôt fédéral pour les sociétés, il était à 35%, il est déjà passé à 21% grâce à Trump. Aujourd'hui, il propose de le passer à 20, voire à 10. Donc il y a une continuité. Ce qui est important, c'est des élans, c'est des points d'inflexion. Donc ça devrait... Alors les experts se battent sur les chiffres. On parle de 3 000 milliards de gains. On parle de 800 000. Donc on ne va pas se battre sur des chiffres où les experts sont en train d'avoir des idées préconçues là-dessus. Ce qui est important, c'est le mouvement. Et donc, au niveau de l'impôt fédéral, donc je crois que c'est important, il veut diminuer la charge de l'impôt fédéral. Il veut aussi, et là c'est l'activité de Elon Musk. Elon Musk, c'est quand même quelqu'un tout à fait original. C'est quelqu'un qui a fait des choses, alors avec son tempérament, avec ses méthodes, mais il va aider Là, Trump. il est chargé d'aider le président donc à dégraisser un peu le mammouth, si on peut Voilà. dire, quoi. Donc ce serait peut-être bien qu'on ait ce genre de personnes en Europe. Ça, c'est un autre sujet. Il faudra lui confier l'éducation nationale Voilà. après, quand il aura... Ouais, il y a plein de choses à lui confier. Mais je pense qu'il faut aussi regarder ce qui sera fait. Ça ne va pas se faire d'une... Donc il y a l'histoire des droits de douane aussi. Donc vous savez qu'aujourd'hui, les grands problèmes, c'est les États-Unis avec la Chine. Donc il y a, Oui, il y a un c'était déficit, la question il y a un suivante. Oui. déficit important entre la Chine et les États-Unis. Et donc, ce que veut faire Trump, c'est les Américains d'abord, d'augmenter la productivité et l'industrialisation des États-Unis. Et alors, on peut voir que bien, il y a eu des transferts au niveau douanier depuis un petit moment, puisque la Chine, il y a moins de produits qui arrivent directement aux États-Unis, mais ils passent pas mal par le Mexique. Donc, vous avez des aspects de flux, par exemple, sur les batteries. Vous avez des usines de batteries qui ont été faites par les Chinois pour les voitures électriques au Mexique. Donc, vous avez un différentiel qui est passé par le Mexique. Donc, Trump, il veut essayer de remettre un petit peu d'ordre sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est il y a les droits de douane qui est quand même un sujet qui est vraiment important. Après, il y a le deuxième sujet sur les énergies vertes. Donc là, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, les énergies vertes, elles sont énormément aidées par les États. Là, il y a un projet d'Apple important dans l'Indiana, qui est un projet à 3 milliards de mémoire. On serait à 30 voire 50% d'aide américaine pour le faire. Donc si Trump vient en disant on va moduler, on ne va pas tout arrêter, ça va se faire de manière, est-ce qu'on va continuer d'autoriser les projets, mais que ce soit moins financé par l'État pour allouer ça à d'autres secteurs, pourquoi pas? Il ne va pas supprimer du jour au lendemain l'énergie verte. Par exemple, l'énergie verte aux États-Unis, c'est à peu près, le coût, c'est 9 centimes pour l'électricité qui vient de l'énergie verte. Quand vous utilisez des batteries, du stockage de batteries, on arrive à 12, alors que le nucléaire est à 20. Donc, je ne suis pas en train de dire si je suis d'accord ou pas d'accord avec l'éolien ou le solaire. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je prends les choses telles qu'elles sont. Sur le marché américain, ça s'est développé. Et donc, ce que veut faire Trump, c'est un peu le réguler, diminuer et puis aussi favoriser les énergies fossiles. Parce qu'il faut voir que les acteurs d'énergie fossile aujourd'hui aux États-Unis vont avoir moins de pression, mais ils sont aussi pas mal transformés. Aujourd'hui, Total Énergie en France, il y a aussi une partie énergie verte qu'il ne faut pas oublier qui monte en puissance. Aujourd'hui, le conseiller sur ce sujet-là est une personne de mémoire qui est chez Liberty aux États-Unis. Et cet homme-là, un des conseillers de Trump sur le sujet, il est aussi assez partie prenante pour les énergies vertes. Donc tout ne va pas s'arrêter demain matin, c'est une question, il y a une volonté de diminuer
les apports qui sont faits sur cette énergie. Alors ça, c'est un sujet auquel on reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera du plan de Draghi pour l'Europe, parce que je pense qu'il y aura des corrélations Il y a toujours des corrélations évidentes, dans différents sujets. Et puis, je pense qu'il y a... Donc ça, on revient au troisième point sur l'efficacité gouvernementale. Et Elon Musk devrait aider à ce que l'Amérique soit plus efficace. Alors plus efficace, vous allez me dire, la conséquence pour la France, ça veut dire que les sociétés françaises qui sont 100% en France risquent de souffrir un petit peu. Mais là aussi, il ne faut jamais avoir des idées comme ça préconçues parce que ça dépend des secteurs. Vous avez vous avez des sociétés françaises qui sont leaders mondiaux dans le secteur et qui font 85% ou 90% de leur chiffre d'affaires à l'international. Ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir une société française qui est aujourd'hui un sous-traitant de l'industrie automobile qui est dans la vallée de l'Arve ou en Normandie et qui souffre énormément parce qu'il y a des problèmes sur l'industrie automobile. Donc surtout, à chaque fois, ne pas avoir une vision manichéenne sur ce genre. Et alors, comment est-ce qu'on peut affiner et discerner, justement, en fonction de son petit secteur à soi Alors après, c'est lié à... Vous êtes dans un secteur en France, là, d'abord, il y a des organismes, sauf si on est individualiste forcené et qu'on travaille tout seul, mais généralement, on va dans le mur d'aller tout seul, mais il y a quand même des secteurs d'activité, que ce soit... Dans tout secteur, vous avez des gens qui se rassemblent, vous avez des gens qui parlent, vous avez des gens qui s'entraident, vous avez des sociétés de moyens qui s'opèrent, vous avez et pour essayer de s'entraider par rapport à des sujets comme ça. Donc ça, je pense que tout ça sera été. Alors est-ce que ça va permettre à la France de mieux s'organiser? Je l'espère. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un gouvernement, voilà, tous les aspects, et puis après qu'on ait aussi... certains sujets soient gentiment réglés, alors que là, on est plutôt sur un... On ne va pas parler des aspects politiques ce soir, mais bon, il y a quand même... là aussi, la différence entre Trump et nous, c'est que Trump, on sait où il veut aller et il va y aller. Oui. Et c'est surtout, oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une action, c'est-à-dire même, pour faire des parenthèses politiques, même du côté ukrainien aujourd'hui avec la guerre, où apparemment il n'est pas tant que ça de leur côté, ils attendent, au moins ils espèrent qu'il y aura une action réelle, concrète à court terme. Il y aura plusieurs actions qui vont être faites. Alors après, il y a aussi le sujet de l'automobile qui est quand même un des sujets dans le monde. Mais qui nous concerne aussi beaucoup pour les Européens. Nous et surtout l'Allemagne. Évidemment que pour la partie automobile, la partie chimique, l'Allemagne et aussi la France, mais a un peu de soucis à se faire. Mais parce qu'il y a le côté américain, mais il y a aussi l'implantation en Chine qu'on révoquera tout à l'heure, et aussi les liens entre l'Allemagne et la Chine sur la partie industrielle, où il y a vraiment des synergies qui sont faites depuis longtemps. Donc il y a des politiques industrielles qui sont mises en place, et aujourd'hui, quand vous avez des voitures électriques chinoises qui sont à vendre en Europe, c'est comme différent que de vendre, et c'est pas le même prix que de vendre une Audi ou une Mercedes en Chine. Parlons-en peut-être de la Chine, non parce que donc, c'est un pays qui semble apparemment se recentrer sur son propre commerce intérieur, mais qui investit aussi beaucoup dans des pays proches de l'Union européenne, comme la Serbie, la Géorgie, et puis qui a évidemment un lien absolument indispensable dans l'économie mondiale. Donc, comment est-ce que vous voyez le rôle de la Chine, par exemple, avec l'élection de Trump ? Alors, sur la partie chinoise, c'est quand même là où il va mettre des barrières douanières d'une manière plus importante, mais il va traiter des sujets d'une manière, je dirais, un peu chirurgicale. Il prendra les différents secteurs et après, il prendra des mesures sur les différents secteurs par rapport à la Chine. Bon, la Chine, c'est un pays qui... Il ne faut pas oublier qu'il y a des plans de relance très importants qui ont été annoncés au mois de septembre. Ça n'a pas suffi à relancer totalement l'économie, mais les marchés financiers chinois ont déjà pas mal rebondi avec cela. Il y a des investisseurs internationaux qui sont rentrés à nouveau en Chine. Il y a aussi le fait que l'immobilier, qui est un véritable sujet, comme l'immobilier est moins consommateur et n'arrive plus à avancer, donc une baisse des matières premières, donc c'est aussi favorable pour d'autres activités. Donc vous avez un rebalancement entre l'immobilier et d'autres industries en Chine, et la Chine ne fait qu'augmenter ses exportations vers le reste du monde. La Chine, il y a à peu près 170 partenaires économiques, qui sont en relation avec la Chine, et ce n'est pas parce que
il y a une baisse de la consommation du luxe ou qu'il y a des problèmes sur l'immobilier chinois, que la Chine ne continue pas son action. Donc là, il y a une véritable volonté parce que les plans de relance qui ont été mis, et même sur beaucoup d'activités et de secteurs d'activité en Chine, c'est soutenu fortement par l'État. Et là, l'État, ils y vont et ils ont des politiques très volontaristes et qu'ils ont mis en place, qu'ils ont renforcé avec le dernier plan. C'est bien dire qu'il n'y en avait pas avant, mais là, il y a une véritable volonté parce que ils veulent tenir leur taux de croissance. Que le taux de croissance de la Chine, ça fait des années qu'on dit qu'il ne fait que baisser. Bon, même si on doit être à environ de 4% cette année, la croissance, il y a quand même une croissance. Alors que je ne vais pas rappeler le niveau de croissance de la France, alors que la partie chinoise existe encore toujours. Et il paraît que les chiffres étaient faux en Chine. Et je voudrais pas être trop désagréable avec notre ancien ministre de l'économie, mais les chiffres français ont été faux pendant quelques temps et on voit où ça nous a menés. Donc, alors, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on est dans ce bas monde. Oui, et la Chine en plus a des ambitions, mais elle a aussi une capacité à négocier et donc à s'implanter dans les pays où la France pourrait avoir des intérêts. Je discutais récemment avec des officiels de 2 pays, la Serbie et la Géorgie, qui m'expliquaient que c'était tout à fait confortable de travailler avec la Chine, parce qu'en fait, la Chine fait des affaires purement financières, économiques, et ne demande aucune contrepartie idéologique, ni en termes de droits de l'homme, alors évidemment, mais pas non plus en termes de défense de quelconque secteur sociologique, comme des minorités, quelles qu'elles soient, et même pas pour des contreparties en faveur politique de la Chine. C'est-à-dire, on vient, on fait des affaires, point final, on s'en va, on serre la main. Et apparemment, pour plusieurs pays, même des Européens, alors je ne parle même pas des Africains, préfèrent désormais travailler avec la Chine, parce qu'au fond, c'est vraiment business, pour employer un terme qu'on n'emploie pas à Radio Courtoisie. Les contraintes ne sont pas les mêmes quand vous êtes une société chinoise qu'une société européenne. Je ne vous parle pas du secteur de la défense. C'est évident. Jean-Yves Le Gallou, un mot sur la Chine, ou Xavier Van Lierde? Non. Je m'interroge sur leur trajectoire. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on dit qu'en réalité, c'est un tigre de papier, mais ça fait trop longtemps qu'on le dit. Voilà. Oui. Alors, la trajectoire, il y a une chose essentielle quand on regarde les aspects économiques, c'est l'aspect démographique. Et donc aujourd'hui, vous avez des pays européens qui sont en décroissance économique sur les 25 prochaines années, de manière non négligeable. Au niveau de la Chine, on parle de 228 millions de personnes de décroissance. Et à l'inverse, je ne parle pas de l'Afrique, mais l'Inde est en croissance de manière non négligeable. Donc il y a quand même un lien à un moment donné entre la croissance économique et la démographie. Et le plus bel exemple, c'est le Japon. Le Japon, entre 2004 et 2024, la décroissance économique est très très importante. Donc c'est des dizaines de millions. Je ne sais plus le chiffre exactement. Et la technologie n'y change rien. Alors la technologie, il peut y avoir des aspects technologiques qui permettent, mais ça ne permet pas d'avoir... De compenser. Il y a quand même un lien entre démographie et croissance économique, même si on nous a dit le contraire pendant assez longtemps. Ouais. Alors, on poursuit notre tour d'horizon international. Vient la Russie dans cet espace, là où on a les États-Unis, la Chine, l'Europe évidemment qui est le centre, et la France en particulier, mais autour de ces grandes puissances se trouve la Russie, et qui était supposée asphyxier sous le poids des sanctions. On a l'impression que ce n'est pas absolument le cas. Est-ce que vous avez des éclairages à nous donner sur la manière dont la Russie affronte le contexte actuel, et notamment peut-être aussi l'élection de Trump? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le FMI, parce qu'on oublie un peu le FMI dans ces histoires-là, le FMI a fait une visite au mois de septembre en Russie, qui a été très bien organisée. Alors, il dit toujours un petit peu aussi sur les chiffres, mais on peut éditer des chiffres de tout le monde. Donc, quand on a dit ça, maintenant, on avance. Donc, la partie, la Russie, évidemment, ne s'est pas effondrée. Il faut voir que, par exemple... J'ai oublié de défiler mes slides, donc tant pis, ce sera pour une fois. J'avais des beaux slides sur les droits de douane. Bon, on reparlera peut-être. On les intégrera dans la vidéo sur la chaîne YouTube. J'avais un beau graphe sur les dépenses et les recettes fédérales
et donc qui montre ça aux États-Unis, qui montrait que les dépenses avaient été explosées en 2020 à cause du Covid, mais comme dans d'autres pays, mais quand même qu'il y avait un écart important entre les dépenses et les recettes fédérales, d'où les actions de M. Trump. J'avais un beau graphe aussi sur l'évolution du poids des États-Unis dans les marchés boursiers. Donc, vous voyez à peu près la différence. Ah oui. C'est impressionnant. Là, moi, j'aime bien les graphes long terme. On parle de 1970. Voilà. Vous voyez, donc c'est le poids de l'indice boursier dans la capitalisation mondiale aux États-Unis. Bon, raccrochons avec l'aspect économique russe. Eh bien, écoutez, regardez la croissance économique russe. C'est pas la fin du monde, alors qu'on vous avait dit qu'après le début de la guerre, ça va s'effondrer. Est-ce que vous pouvez le commenter un petit peu pour les auditeurs qui n'arriveront pas à voir les chiffres? Ils vont ils vont imaginer les slides, c'est ça. Oui. Ils vont regarder l'émission. Donc, vous aviez une croissance du PIB de 5,9% en 2021. En 2022, moins 1,2. En 2023, plus 3,6. On est déjà en prévisionnel 3,6 cette année. Alors, pourquoi on a cela? D'abord parce que c'est une économie, je dirais, dirigée, donc elle est managée. Après, vous avez l'effort de guerre qui est important, puisque vous avez une forte... je pense que c'est à peu près 60% de... Tout est parti sur la partie de l'armement, donc c'est très important. Après, il y a aussi le fait que les matières premières... Oui, le gaz et le pétrole donc, notamment. vous disiez que le gaz russe, ils allaient avoir tout sous les bras, et on s'aperçoit que c'est tout à fait différent. Alors, ça passe par d'autres endroits. L'Azerbaïdjan. J'ai pris le Kyrgyzstan. Ah, Kyrgyzstan. Regardez. Chacun son stand. Le Kyrgyzstan. Oui. Vous voyez à peu près sur ce graphe, vous avez une explosion. Donc, au début de la guerre, on a l'indice 10, il est passé à 60, en passant par 80 au plus haut. Donc, ça, c'est les échanges qu'il y a, et ça passe par... ça, c'est les échanges entre le Kyrgyzstan et l'Allemagne. Mais la Pologne, même si ça s'est un peu ralenti, mais c'est quand même aussi des hausses très, très importantes. La Tchéquie, regardez ces variations, on est passé de 2, on est maintenant à 20. Donc, l'Italie, malheureusement, je n'ai pas la France, mais bon. L'Italie ou l'Autriche ou l'Espagne. Donc, c'est-à-dire que sur les aspects des flux de matières premières, eh bien, surtout le gaz, ça passe par des pays limitrophes, ça passe aussi par le Kazakhstan, et puis après, vous avez la Chine, ça déverse en Chine. Il y a de nouveaux débouchés. Oui. Ça déverse aussi en Inde. Donc, la Russie existe encore. L'économie russe existe encore. Il y a encore. Alors, on a appris aujourd'hui que la dernière banque russe qui n'était pas encore sur la liste noire de la part des Américains, une filiale de Gazprom, ça y est, elle a été mise. Donc, c'est sûr que tous les échanges sont compliqués. Mais je vous donne un exemple une société française qui est dans l'équipement. Au début de la guerre, elle obéit évidemment, et donc elle dit à ses amis, ses employés en Russie de fermer ça illico presto, et puis je vous vire, bon, très bien, pas très content. Et puis 2 jours après, le type rappelle en disant, mais oui, mais ça y est, on a eu enfin le contrat important qu'on a avec le Kazakhstan. Ah bah très bien, moi je vous réembauche et puis je vous mets au Kazakhstan. Pour vous dire qu'il y a plein d'histoires comme ça sur des boîtes européennes qui sont encore implantées là-bas, et qui font du business avec des boîtes, avec des pays. Avec des filiales, en fait. Ou avec des filiales. Oui. C'est un peu comme certains vins, vous savez, où on dit que ce sont des raisins qui viennent de l'Union européenne, on les met en bouteille, je veux dire en champagne, pour reprendre une région classique, et on dit que c'est du champagne, en fait. Et là, c'est un peu la même chose avec le pétrole russe, qu'on envoie au Kyrgyzstan ou en Azerbaïdjan. On le met en baril en Azerbaïdjan. Alexandre, le champagne, c'est interdit, ça ne se fait pas. Donc là, le champagne, non. Je vous ferai un jour on parlera un jour de répression des fraudes, vous verrez. Bon, après, il y a aussi donc les dépenses militaires de la Russie. Quand vous regardez depuis 1993 à 2023, on est passé de 7, c'est en milliards, de 7 milliards de dépenses à aujourd'hui 110. Et depuis la guerre, on avait une moyenne, on était monté jusqu'à 88 milliards de dollars en 2013. On était retombé dans la zone des 60-61, et là on a réexplosé à cause de la
guerre en Ukraine, de 61 milliards à 102 milliards. Donc c'est vraiment très important. Donc dépenses militaires. Il ne faut jamais oublier l'inflation, puisqu'aujourd'hui, dans les journaux, on vous dit, mais c'est terrible, l'inflation. Bon, l'inflation russe, elle est moins importante que je vais vous donner, par exemple, un autre pays qui n'est pas de la même taille, mais quand même de l'influence, c'est la Turquie. L'inflation turque est nettement plus élevée que l'inflation russe, parce que les richesses et puis le pays est différent. Mais aujourd'hui, on est sur un glissement annuel de 8,5% d'inflation par an. On est monté au plus haut dans la crise en 2022 à 17,8 et en 2020, on était à 2,3 et en avril 2023, on est à 2,3. Donc l'inflation, c'est un sujet, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Et après, le gaz naturel, donc, qui a un petit peu rebondi là, depuis le début de l'année. Donc on titre avec des articles de journaux prix du gaz naturel 50% en 2024. Voilà, donc on peut se dire, ah c'est bien, mais il ne faut jamais regarder le court terme, il faut regarder le plus long terme. Et regarder le plus long terme, on est revenu sur, je dirais, sur une moyenne entre janvier 2019, 20, 21. On revient sur les périodes basses. On a fait jusqu'à 350 sur une pointe, ou 200, ou 150, ce sont des pointes, mais donc le prix du gaz s'est calmé. Donc je crois qu'il faut se dire, l'industrie russe n'est pas morte, même s'il y a des aspects de main-d'œuvre, très important, puisque la main-d'œuvre russe, elle est pas mal reconquise sur le front, mais la Russie n'est pas morte. Alors, Jean-Yves Le Gallou, ensuite Xavier Van Lier. Oui, moi j'ai une question. Je m'interroge assez souvent sur la pertinence des comparaisons. Alors vous allez me dire c'est une grande question abstraite, mais je vais venir là de manière plus concrète. La pertinence des comparaisons en termes de volume de PIB d'un pays à l'autre et même de PIB par habitant. Alors, je vais rebondir là sur un point précis que vous avez donné. Vous avez dit que le budget de la défense russe a augmenté. Il est maintenant de 110 milliards, je crois. C'est des dépenses. De dépenses, oui, de 110 milliards. Le budget de la défense française, il est de 50 milliards. J'ai l'impression qu'il y a plus qu'un rapport de 1 à 2 entre l'armée française et l'armée russe. Mais oui, peut-être que je me trompe. Je pense que c'est les chiffres qui ne doivent pas être les mêmes et les bases ne doivent pas être les mêmes. Donc, ça, c'est le... Je n'ai pas de réponse à votre question, cher monsieur. Bon, d'accord. J'ai une autre question de même nature. Est-ce que vous avez une réponse à votre question? Non, je n'ai pas de réponse. J'ai une autre question un peu de même nature qui est... quand vous regardez le PIB des États-Unis par rapport à la France, même par tête, il a beaucoup monté. Il est le double du français. Oui. Le PIB des États-Unis est le double du PIB français par habitant. Oui, mais les témoignages que vous avez de gens qui vont aux États-Unis, c'est un peu moins convaincant. Et vous avez un sujet, dans le PIB américain, vous avez plus de 20% des dépenses qui sont des dépenses de santé, et vous avez une espérance de vie qui baisse et qui est inférieure. Il peut y avoir des tas d'autres causes, bien entendu. Une espérance de vie qui baisse et qui est très nettement inférieure à ceux des pays européens, par exemple. Donc voilà. Donc les grandes masses... les grandes masses me laissent un peu perplexe. Vous avez raison. Voilà. Mais après, une fois que j'ai dit ça, je garde ma perplexité. Il faut la garder. Xavier Van Lier. Oui, j'avais une question sur les financières, donc parfaite pour notre invité, qui est au croisement, je pense, de la microéconomie et de la macroéconomie. On entend souvent cette idée selon laquelle il serait possible de financer l'effort de guerre ukrainien en saisissant les avoirs russes en Europe. Est-ce que cela vous semble une bonne idée, ou est-ce que vous partagez la réserve de ceux qui pensent que de la sorte, on va effrayer l'ensemble des investisseurs mondiaux et de toute personne d'autres pays qui pourraient placer leurs avoirs en Europe, ce qui, après tout, pourrait nous apporter de l'argent frais, et ainsi donc assécher ces sources de financement? Alors d'abord, les réserves russes sont en train de baisser, ce qui est normal, puisque l'effort de guerre est très important. Donc certains en profitent en disant, vous voyez, c'est la fin du monde, ils ne vont pas tenir encore très longtemps. De mémoire, c'est 600 milliards de réserves, dont 300 qui seraient à l'étranger, entre guillemets, saisissables ou bloquables. C'est sûr qu'il y a un débat sur ce sujet-là. Certains hauts fonctionnaires des autorités de la BCE et autres ont dit si vous commencez à toucher à ça, il y aura un problème de confiance
Mais il ne faut pas oublier que M. Draghi a dit que l'Union européenne était en dernier ressort, tout allait être sauvé par cela. Je pense que c'est quand même un petit aspect psychologique si vous avez une saisie des actifs russes. Mais bon, c'est un aspect politique, donc je pense que moi, ça me dépasse complètement. Et je suis pas à leur place pour décider de savoir s'il faut saisir réellement les 300 000. Puis alors, les saisir, OK, pour faire quoi? Donc, soit on les utilise. Alors, utiliser, je pense qu'il y a des aspects législatifs, réglementaires, et puis liés à la diplomatie internationale. Il faut peut-être demander à François Ier comment il gérerait ça par rapport aux Turcs, comme il l'a fait, et aux Vénitiens. J'ai une seconde question, si vous me permettez, qui n'est pas liée à la précédente, quoique on a beaucoup parlé, notamment lors du dernier sommet des BRICS, d'un début, d'un frémissement de dédollarisation des échanges. Quel est votre regard sur ce processus? Est-il réel? Certains pays prennent-ils leur désir pour des réalités? Où en est-on? Est-ce que ça vous semble crédible à moyen ou à long terme? D'abord, ça a déjà commencé, parce que les BRICS, on n'en parle pas souvent, mais de mémoire, c'est un tiers du PIB mondial, donc c'est pas rien du tout. Et après, ça a tellement bien commencé que dans le programme de Trump, il dit les structures ou les sociétés qui ne seront plus à vouloir passer par le dollar seront sanctionnées. Donc ça fait partie du programme. C'est-à-dire que Trump est très conscient qu'il y a un risque de dédollarisation dans le monde. Il a commencé. Après, à quel rythme ça va continuer? Et puis après, quelle sera la politique de Trump sur le dollar fort, le dollar faible? C'est toujours très compliqué, les prévisions sur les devises. Donc moi, je n'en ai jamais fait. Et beaucoup de gens disent, on est français, donc on raisonne en euros. Donc on vit en euros, donc on dépense en euros, nos actifs en euros. Donc raisonnons en euros sans s'occuper des parités dollar-euro. Mais aujourd'hui, le dollar, par exemple, on veut dire que le dollar est très fort. Il est au même niveau qu'il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas parce qu'il y a une pointe à 1,12 il y a quelque temps de faiblesse qu'aujourd'hui, il est pas retombé à 0,92. Donc, il y a un véritable sujet de la puissance des BRICS, parce qu'il y a aussi des aspects d'alliance politique. Mais aujourd'hui, ça a l'importance concernant certaines stratégies industrielles ou certaines stratégies d'expansion, où il y a des gens qui vont aller dans des pays des BRICS pour évidemment avoir plusieurs monnaies de référence dans leurs actifs. Et là, je pense que c'est un petit peu... La France, de toute façon, est attachée au dollar, ou est-ce qu'elle peut s'en émanciper? La France, c'est l'euro, cher ami. Oui, mais dans les... Ah oui, vous me direz que c'est vrai, oui. L'euro existe quand même. Oui, c'est vrai. L'euro existe. Donc, non, mais il y a un véritable sujet sur les BRICS. Et après, on va voir ce que nous fait Trump sur ces sujets-là. Par exemple, Trump et le Mexique, quand il dit qu'il va renvoyer un nombre important de migrants illégaux dans leur pays, on va voir ce que ça va faire sur les rapports entre les pays. Je pense qu'il y a plein d'aspects ça peut nous donner des bonnes idées pour les Européens courageux. Oui. Et pour des démocraties qui ne seront plus molles éternellement. Des Européens courageux, c'est un oxymore, non? Oh. Cher ami, ils peuvent très bien. C'est de l'imparfait. Alors, on va lire quelques messages d'auditeurs et ensuite on va parler de la France, parce que le temps passe et la France reste malgré tout notre sujet de prédilection. Alors, cet auditeur de Radio Courtoisie, bonsoir. Avant que leurs économies ne soient totalement confisquées par des bureaucrates mafieux, ne pourrait-on conseiller utilement les épargnants auditeurs de remplir les caisses de Radio Courtoisie avec cet argent, quoi qu'il en soit perdu pour eux à moyen terme? Très délicat. Excellente initiative. Absolument. Un autre auditeur, il y a plus de 15 ans que l'on pouvait constater la montée en qualité des productions chinoises dans les domaines de la mécanique et de l'électronique, et que l'on pouvait prédire que l'économie allemande, dont les exportations vers ce marché reposaient essentiellement sur l'automobile et sur les machines-outils, allait souffrir très prochainement, la Chine devenant non seulement autonome, mais en plus un redoutable concurrent. Et un autre auditeur qui pose cette question un peu personnelle pour vous, monsieur. C'est trop personnel, je ne répondrai pas. J'aimerais savoir quel est le moyen
de payer le moins d'impôts possible quand votre oncle vous lègue son héritage. Il n'est pas mort. Y a-t-il au fil des années des moyens de me donner son héritage au fur et à mesure? Alors, on va en parler dans un instant, justement. Ça fera partie. Pas dans un instant, tout à l'heure, quand on parlera des aspects patrimoniaux. Donc, Oui, dans un instant. Dans 2 instants. Des instants. Non, mais on évoquera le sujet. En attendant, nous allons écouter un petit message adressé aux auditeurs de Radio Courtoisie, justement. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous voici dans le studio donc avec Françoise, avec Éric Doutrebente, avec Xavier Van Lierde et Jean-Yves Le Gallou et Virginie aux manettes. Donc nous allons nous attacher maintenant à parler de notre pays, la situation économique de la France. On peut partir de la base. Donc aujourd'hui, on a un entrepreneur français en général vit accablé d'impôts, mais un salarié français vit aussi accablé d'impôts. C'est-à-dire il suffit de regarder un bulletin de salaire. À quoi il faut ensuite ajouter donc une multitude de taxes inventées par des fonctionnaires et des élus qui sont facilement dispendieux avec l'argent de l'État. Et dans notre contexte, qui est celui d'une désindustrialisation, d'un effondrement de notre secteur agricole, de perte générale de compétitivité, quel est, selon vous, Éric Doutrebente, le poids des impôts pour les entreprises françaises? Alors j'imagine que vous n'allez pas dire que c'est génial, mais... Bon, d'abord, tout le monde le sait, on est dans les pays, les pays européens, on a le plus de fiscalité. Même si l'impôt sur les sociétés a quand même été baissé grâce à Macron, c'est une des choses qu'il a faites et qu'il a réalisées, qui est favorable pour les entreprises, et donc normalement aussi pour les salariés et pour les clients. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on part un peu dans l'autre sens, et que la taxation prévue par le gouvernement actuel est non négligeable. Cette taxation, on aurait à peu près 8 milliards de taxation, et je vous ai fait un beau slide sur l'impact de graphique. L'impact de la surtaxe d'impôt sur les sociétés en 2025, ça c'est une prévision, parce que je vous rappelle que ce n'est pas voté, les contours on ne le sait pas, il y a eu des aspects aussi sur le chiffre d'affaires, est-ce qu'il était consolidé, est-ce qu'il était par des entités, et évidemment, là encore, une société comme Total, qui a très peu d'activités françaises de création de richesse en France, que c'est essentiellement les raffineries et les réseaux de distribution, ça n'a aucun rapport, mais LVMH serait, c'est une estimation d'entreprise, aurait une taxation de 750 millions, donc c'est quand même pas ridicule. EDF 500, Vinci 400, Crédit Mutuel 400, Safran 330, Airbus 300, Hermès 300, L'Oréal 250, Crédit Agricole 200, et puis évidemment vous avez d'autres sociétés. Donc ça veut dire que l'impact de cette surtaxe d'impôt est loin d'être négligeable pour les sociétés françaises. Alors quelles vont être les conséquences de ça? Ça va diminuer leur possibilité de distribuer des dividendes, mais il ne faut pas oublier que les dividendes sont quand même assez importants depuis assez longtemps. Alors je parle maintenant du monde entier, puisque la masse des dividendes distribués doit être de 431 milliards dans le monde, avec une partie non négligeable sur des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui est en forte progression, sur les États-Unis et sur la France. Donc, premier impact sur les dividendes, mais surtout l'impact sur les investissements. Donc, on s'aperçoit que, à part des sociétés comme par exemple LVMH ou Hermès qui font un effort depuis très longtemps de réindustrialiser la France avec les savoir-faire français de maroquinerie, tout ça, c'est assez connu, mais c'est quand même important, il faut les saluer. Il y a plein de sociétés françaises qui décident de ne pas réinvestir en France. Et là, avec l'incertitude, ce matin, on avait Arcelor qui s'interroge sur leur usine, est-ce qu'ils vont faire des investissements ou pas? Et malheureusement, ça c'est depuis plusieurs années, même si le gouvernement a toujours été très heureux en disant les investissements étrangers en France sont repartis et compagnie, il y a quand même beaucoup de sociétés, comme Nestlé par exemple, qui a fait des arbitrages et qui, au lieu de continuer d'investir en France, est parti à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'exemples. Donc, est-ce que cette taxation, ça va permettre de faire quelque chose de bénéfique pour les entreprises françaises? Ça va renflouer les caisses de l'État, mais oui, le mais reste... bon. Pourquoi faire déjà? Et puis, Voilà. Donc, malheureusement, les sociétés françaises vont être taxées. Alors, il y a
il y a à peu près 157 entreprises qui vont impacter, qui vont gérer pardon, 150 entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards qui devraient être impactées. Donc c'est assez concentré. Je vous ai dit les plus affectés. Donc c'est un sujet désagréable pour les chefs d'entreprise. Oui. Mais même pour les petits, hein, parce que... Après, les petits seront moins impactés ou pas impactés, ça dépend, puisqu'il y a quand même une notion de chiffre d'affaires qui va être mise en œuvre. Jean-Yves Voilà. Galou, vous vouliez rebondir sur la question des taxes, des impôts? Juste un mot, il y a eu effectivement une baisse des impôts sur les sociétés sous Macron, sauf qu'il ne l'a pas fait suivre d'une baisse des dépenses, et donc que le gouvernement suivant se trouve pris en tenaille entre des recettes qui ont diminué et des dépenses qui sont maintenues. Et apparemment, il ne s'est pas non plus engagé, là je parle du gouvernement Barnier, dans le sens d'une diminution des dépenses. Je signale peut-être Anecdotiquement. Un cas assez intéressant, qui est la présidente Horizon des Pays de Loire, qui a annoncé qu'elle allait baisser ses dépenses, faire 100 personnes, 100 emplois en moins d'ici la fin de son mandat, et elle a diminué un certain nombre de dépenses de subventions à des associations culturelles. Donc elle va tout à fait à l'encontre de la tendance actuelle des gouvernements. Évidemment, elle se prend une volée de bois vert des syndicats, des associations et des médias. Oui. Alors en parlant de ça, il y a c'est un vrai conte de Noël, COMPTE. C'est le canton de Bâle qui a rendu, je ne sais pas si vous avez suivi cela, oui, qui a rendu 2000 € à chacun des contribuables du canton parce qu'ils estimaient qu'ils avaient prélevé trop d'impôts par le passé et qu'ils avaient un excédent. Alors au lieu de le garder, comme aurait fait sûrement n'importe quel organisme de fonction publique en France, ils l'ont rendu aux contribuables. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, Éric Doutrebente. Je pense qu'on en est loin en France. Ah oui, ça c'est... Il y a un précédent en France, c'est en 97, où il y avait entre guillemets une cagnotte, c'est-à-dire qu'il y avait eu des recettes supérieures à celles qui étaient attendues. Il y a eu une cagnotte et immédiatement après, il y a eu une dissolution. Jospin est arrivé. Et la Dream Team, comme on dit à Radio Courtoisie, avec rêve, Martine Aubry, Strauss-Kahn et quelques autres, a puisé dans la cagnotte. Ah bah voilà, exactement. Ce ne sont pas des Balois. Alors, malheureusement, le temps passe et Xavier Van Lierde, ouais. Oui, sur la question de la France, moi je voudrais l'opinion de notre invité sur le modèle français. Est-il, comme l'a décrit Jérôme Fourquet de l'IFOP, un modèle stato-consumériste qu'il définit en réalité comme un modèle dont la croissance repose essentiellement sur une consommation artificielle financée par la dette? Est-ce que ce tableau général est exact ou est-il exagéré? Moi personnellement, quand j'espérais une sorte de sursaut productiviste de la part du gouvernement Barnier, étant donné l'ornière dans laquelle nous nous trouvons, et j'ai l'impression, hélas, mais peut-être me trompais-je, que toutes les décisions sont prises pour continuer à maintenir à coup d'emprunt d'une part, mais de ponction fiscale, ce modèle stato-consumériste. Qu'en pensez-vous, monsieur? Alors, moi, je n'ai pas d'idée sur les modèles. J'ai simplement quelques réflexes. La partie le consommateur est quand même très important en France et la partie épargne aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est en Europe et par rapport au reste du monde, on est quand même un pays avec une épargne très importante. Donc, après, les aspects de dette et d'emprunt, alors malheureusement, il faudrait que je la retrouve, mais il y a une petite phrase de François Villeroy de Galhau sur le sujet qui va un peu dans le même sens en disant ça s'est bien passé parce qu'il y a eu aussi une forte augmentation des dettes. Je vais essayer de vous retrouver ça tout à l'heure. Après, je pense qu'il faut voir c'est nos chers auditeurs. Aujourd'hui, ils sont dans une espèce de brouhaha, dans un espèce de nuage où ils ne savent pas où ils sont. Et je suis plutôt à m'occuper d'eux que des théories géoéconomiques. Je suis désolé, mais je ne suis pas l'homme idoine pour répondre à votre belle question. Bon.
Eh ben, on va passer à autre chose. C'était Mario Draghi, parce qu'il faut avancer un petit peu. Oui, attendez, avant, je vous donne sur l'inflation, qui est quand même un sujet important. Oui. Je vous ai sorti un graphe sur 2012-2025. Donc, vous voyez la très forte hausse de l'inflation qu'il y a eu entre 2021, le pic début 23 et la descente. Donc, vous voyez quand même l'inflation a été quand même assez maîtrisée en France. Bah, c'est un peu général lié à l'Union européenne. Et puis, je ne suis pas gentil, mais ce n'est pas très optimiste comme histoire. C'est la situation de déficit excessif en Europe. Donc, vous voyez à peu près, c'est le déficit depuis la création de l'euro. Et vous voyez que le plus mauvais élève, C'est la France. C'est la France, devant la Grèce. Donc, Alors, comment même si vous aujourd'hui- expliquez ça? c'est parce que les chiffres étaient faux. Parce que, vous voyez très bien à quel niveau on est arrivé avec des 6%, voire plus. Donc, mais ce qui est important, c'est par rapport à la Grèce, le Portugal ou même l'Espagne. Donc, vous voyez très bien que dans les crises qu'il y a eu précédemment, on disait que c'était vraiment des gens des vilains petits canards, et on était là, Français, à critiquer les Grecs, les Portugais, les Espagnols et les Italiens. Et ben, on fait plus Et en fait, fort. on est pire. On est pire. Donc C'est ça horrible. devrait... C'est pas très gai, mais bon, ça va sûrement s'arranger un jour. On aime votre optimisme, Éric de Tourmente. Vous savez quel est le dernier ministre des Finances français qui a présenté un budget en équilibre? C'est pas Colbert ou Necker, non? Non, non. Non? Ah bon? Je ne sais pas. C'est en 1900, c'est le budget présenté en 1980 pour 1981, alors que le Premier ministre était, donc ça fait combien, 40 ans, 45 ans? Ah, ça commence à faire Le Premier ministre était Raymond Barre Ah, c'est... et le ministre des Finances, Maurice Papon. Ah, voilà des gens qui savaient gérer. Alors, on va attaquer la suite. Donc, on va passer au rapport de Mario Draghi, parce qu'il est 19h, il nous reste à peu près une demi-heure pour traiter encore un grand nombre de sujets. Donc, en septembre, l'ex-président de la Banque Centrale Européenne, donc Mario Draghi, a remis un rapport sur la compétitivité européenne pour, je cite, « innover et combler le retard technologique, avoir un plan commun pour la décarbonation et la compétitivité », c'est presque un peu oxymorique là, mais bon, et renforcer la sécurité et réduire les dépendances. Son objectif, c'est que l'Europe effectue, je cite toujours, une véritable transition économique et écologique. Et là encore, vous nous direz, mais j'ai l'impression d'une contradiction dans les termes. Alors, Éric d'Outremente, que vous inspire ce rapport de M. Draghi? Alors, 400 pages. 400 pages, oui. Pour proposer un rapport, un plan de 750 à 800 milliards d'investissements supplémentaires, donc 5% du PIB. C'est 3 fois le plan Marshall. Dont il s'inspire. Voilà, qui représentait à peu près 1 à 2% du PIB de l'Europe. Donc, les secteurs à soutenir, c'est la recherche, les marchés, l'énergie, les technologies. Mais ce qu'il faudrait, c'est regarder un peu ce qui est très original. C'est dans un monde plein de schizophrénie. Mario Draghi, tout le monde connaît son parcours, professeur d'économie, très influent, après tiré en Italie, après représentant chez Goldman Sachs, arrivé à des niveaux de responsabilité très importants. Et on ne peut pas dire que le bilan soit extraordinaire. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui nous mettent dans ces périodes-là nous donnent des rapports et tout le monde dit c'est extraordinaire. Je referme la parenthèse. Donc, les taux d'intérêt, les taux dépôt négatifs, c'est quand même lui. Ça n'a quand même pas été... c'est pas une bonne idée sur le long terme. Et beaucoup d'économistes disaient des taux négatifs, c'est pas normal. Les achats massifs d'actifs sur le marché, ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est quand même lui aussi. Donc, je trouve ça assez original que Mario Draghi continue. Il n'a pas sauvé les équilibres de l'euro puisque la politique monétaire a bien trouvé ses limites sous son empire. Et puis, les banques centrales sont intervenues pour éviter que la crise financière se transforme en dépression économique, mais ça n'a pas été fait en reprenant la main sur la finance et ses excès. Donc le rapport Mario Draghi, même s'il y a plein de bonnes intentions, il y a quand même des choses sur l'intelligence artificielle, Oui. sur la recherche. Il faut faire ceci, il faut faire cela, mais est-ce qu'on a les bonnes instances et surtout les volontés politiques de l'Union européenne pour le faire? Donc c'est assez original parce que tout le monde parle du rapport Draghi. Moi, j'attends que les chefs d'entreprise français se saisissent du rapport Draghi et surtout que
ministre de l'économie et des finances et surtout de l'industrie, mettent en œuvre des sujets qui soient réalistes et qui ne soient pas ce qui aurait dû être fait il y a 15 ans ou 20 ans. Alors, qu'est-ce qui serait réaliste, justement ? De travailler en bonne intelligence, en équipe, et qu'il n'y ait pas des milliers de conseils qui font que les choses n'avancent pas et les choses ne sont pas décidées. La différence avec Trump et Elon Musk, c'est qu'il y aura nettement moins de conseils, et puis il y aura plus des gens qui mettront les mains dans le cambouis directement et qui avanceront. Donc ça serait bien que la méthode... je ne vous dis pas que Trump, c'est un saint, que c'est le bon Dieu, que c'est le sauveur de l'humanité. Je ne vous dis pas du tout cela. Mais il semble quand même que les quelques mesures de bon sens qu'il va prendre, ça serait bien que Draghi s'en inspire. Oui. Vous paraphrasez un peu Michel Audiard, qui disait qu'il mieux vaut un con qui marche qu'un intello qui reste assis. Voilà, oui, mais donc beaucoup de... En fait, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors, Draghi, j'allais dire Audiard, Draghi nous dit dans son rapport qu'en gros, une partie des nouvelles technologies et de l'économie numérique sont déjà perdues pour l'Union européenne, mais qu'on peut se rattraper dans l'intelligence artificielle. Alors, à votre avis, est-ce juste ? Et quel rôle jouera l'intelligence artificielle, justement, dans la compétitivité européenne ? Alors, l'intelligence artificielle, d'abord, c'est un sujet assez complexe, mais est-ce qu'il va augmenter la productivité ou pas ? Donc, si vous mettez de l'intelligence artificielle dans une société, il y a des exemples, il y a des études d'économistes, il y a plusieurs bandes d'économistes qui travaillent ensemble sur le plan international, dont le professeur Aguillon, que j'ai entendu récemment sur le sujet avec une conférence intéressante. Et il y a des sujets d'amélioration. Et on s'aperçoit que mettre de l'intelligence artificielle dans l'organisation de certaines sociétés permet à la productivité d'augmenter. Alors ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas à toute vitesse. Il y a déjà un plateau et puis on prend un peu de temps pour comprendre. Et puis après, il semble que ça augmente. Mais ça dépend du secteur. Et puis ça dépend de qui pilote l'intelligence artificielle. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai aujourd'hui que, par exemple... un médecin qui a aujourd'hui malheureusement beaucoup de suivi administratif, d'avoir de l'intelligence artificielle qui lui sortira les 15 lignes, 10 lignes indispensables par rapport à telle pathologie directement, qui sera liée aussi à plein de retours sur l'utilisation de ce médicament, le médecin va gagner du temps. Donc il y a des gains de temps. Après, c'est pas ça qui va remplacer la consultation. Par exemple, dans les sociétés liées au centre d'appel, aujourd'hui, il y a des centres d'appel qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle et qui fait gagner du temps et de la compétence à certains opérateurs. Alors, ça diminue le nombre d'opérateurs, mais ça peut être bénéfique. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une courbe qui a été bien faite que j'ai oublié de vous mettre dans les slides. Dans les graphiques. Eh bien, les fonctions qui vont être le plus atteintes, je raisonne mondialement par rapport à... C'est toute la partie liée à la comptabilité. Oui, à l'analyse en général même. Donc, la comptabilité, mais ça n'empêchera pas d'avoir d'experts comptables qui feront du conseil, mais il y a beaucoup de choses où les données seront pluguées, et donc ça va aller vite, mais ça n'empêchera pas des experts comptables de qualité de conseil d'exister encore. Mais et puis de piloter peut-être avec un niveau différent de responsabilité. Voilà, il y aura sûrement, on aura des informations encore plus rapides qu'on a aujourd'hui par rapport aux différents secteurs. Et puis en bas de l'échelle, donc je vous passe les détails, oui. Et bien devinez quelle est la fonction où l'intelligence artificielle, ça n'aura aucune importance. Le conseil, le loisir... Non, eh bien votre concierge. Le concierge, il n'y aura pas d'histoire d'intelligence artificielle sur il n'y a plus de concierge. Mais ça va revenir seulement. Sans doute, oui. Voilà. Oui. Donc, alors évidemment, c'est un peu réducteur de dire ça parce que votre concierge, elle va quand même utiliser des outils numériques qui sont déjà en place. Voilà, donc, les boîtes automatiques, donc les boîtiers, les codes. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. Alors, on peut sortir. Voilà, on me dit que 40% des emplois sont à risque dans le monde. On verra bien, on en reparle dans 10 ans. C'est-à-dire sont à risque, sont menacés ou... Sont menacés. D'accord. Après, la hausse de la productivité, donc là,
Ce qui est dit, c'est plutôt 20%, mais le professeur Aguillon disait, mais plus équilibré, que c'était plutôt 7%. La croissance du PIB, tout ça devrait jouer. Ce qui est important, est-ce que ça va faciliter la vie des gens? Est-ce que ça va faciliter le quotidien de nos concitoyens? Et ça qui est le plus important. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit... C'est un peu la langue des offres. Enfin, pardon de dire des banalités, mais c'est l'usage que l'on fait de l'outil. C'est comme l'électricité. Je pense, moi, j'entends parfois des gens qui me disent il faut lutter contre l'intelligence artificielle. Je crains malheureusement que c'est... Enfin, malheureusement, c'est même pas malheureux. C'est rigoureusement impossible. C'est terminé. Comme on ne luttait pas contre le chemin de fer ou contre l'électricité. Exactement les mêmes raisonnements. Donc déjà, ça, dans les métiers du numérique... dans la programmation, il y a déjà l'intelligence artificielle, elle est déjà utilisée. Oui. Et puis elle est même déjà là. Vous allez venir. Oui. Non, c'est bien sûr, on ne chassera pas l'intelligence artificielle, elle est là. Toutefois, je pense que c'est un outil à manier avec énormément de prudence, et notamment, j'y vais pour relativiser un peu l'enthousiasme, avec énormément de prudence, parce qu'il y a quand même une tendance de l'intelligence artificielle à se substituant des tâches effectuées par l'homme. Il y a un risque d'appauvrissement et d'effondrement des capacités cognitives des êtres humains. Et notamment, je pense qu'il faut vraiment se méfier de l'intelligence artificielle et de son usage dans les premières années de la vie. L'intelligence artificielle utilisée par des hommes et des femmes accomplie, c'est très bien. Introduire de l'intelligence artificielle dans les années de formation des futurs jeunes hommes et femmes, ça me semble extrêmement dangereux. On a quand même aussi déjà un certain nombre de rapports qui nous expliquent que les écrans, le téléphone, l'envahissement des écrans et du numérique dans les jeunes années provoque un effondrement anthropologique important. C'est tout à fait vrai. Donc le professeur Aguillon disait, mais le plus important par rapport à l'âge, il faudrait que les gens réapprennent à compter, à écrire proprement. À la main. Donc j'ai l'impression de l'entendre, moi qui m'occupe d'une école hors contrat. Bah oui. Je me suis dit, mais il est parfait pour venir réformer... Il faut qu'il vienne à Radio Courtoisie. Pour réformer l'éducation nationale, il faut quand même savoir que dans les pays de l'OCDE, on considère qu'il y a un quart, ou un cinquième, de la population qui n'est pas formée sur les bases minimum de connaissances, apprendre, lire. Ah oui. Alors, on voyait d'ailleurs... Donc, je pense que... Est-ce que ça peut être un bienfait pour réformer l'éducation nationale? On verra bien. Oui. En tout cas, on ferme une parenthèse politique peut-être, mais je crois vraiment, encore une fois, qu'il faut s'emparer de l'outil et en faire des choses qui vont dans notre sens, parce que nos adversaires, eux, ne s'en priveront absolument pas. Donc, ne surtout pas essayer de vivre en marge de ce nouveau phénomène, encore une fois, qui n'est ni bon ni mauvais, il est simplement utile ou toxique, et c'est à nous d'en faire quelque chose de vertueux. Rapidement, ouais. Juste un mot, il y a 20 ans, sur ces ondes, Internet, ça ne paraissait pas évident à tout le monde. Voilà. Exactement, bien sûr. Et c'est ce qui est devenu l'instrument de combat du faible au fort, des dissidents. Ouais. Voilà. Alors, il nous reste peu de temps, cher Éric Doutrebente. Je pense que vu le temps, on pourrait la partie du luxe... on peut la sauter. On peut la sauter. Bon, le secteur du luxe souffre depuis un petit moment à cause essentiellement du changement de consommation en Chine. Il faut voir qu'il y a beaucoup de marques chinoises qui ont pris le relais, mais le luxe n'est pas mort. Mais il y a quand même des variations non négligeables. LVMH, on a fait quasiment plus 20 en début de l'année et on est plutôt à moins 20 aujourd'hui. Donc, je schématise. Oui. Mais, donc voilà, donc c'est un secteur qui est sous pression. C'est pas pour ça que le secteur est mort et donc. D'autant que là, il faut être sélectif sur le secteur et évidemment. C'est aussi sur à les entretenir. États-Unis, il y a la Chine qui est quand même la Chine, du moins l'Asie, c'est 40% des achats. Il y a des sociétés qui sont très investies dans le secteur, mais c'est pas la fin du monde concernant le luxe. Le luxe, sous pression. Alors, cela dit, voilà, c'est quand même un domaine extrêmement important, notamment pour la France, parce que la France a quand même une vraie maîtrise dans l'industrie du luxe, et cela fait vivre surtout tout un tas de professions annexes, notamment dans moi je parle de ce que j'aime, mais les souliers, par exemple, les teinturiers du cuir, etc., ce sont des métiers d'art, d'artisanat de très très haut de gamme, et le luxe, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui verraient peut-être ça d'un mauvais œil, ce ne sont pas seulement les boîtes de nuit à Monaco et la Côte d'Azur et la plage Vendôme. Je l'indiquais tout à l'heure en disant voici. et c'est pour ça que LVMH va être le premier contributeur par rapport à la supposée taxe qu'il devrait y avoir.
Je vous ai sorti un petit graphe sur les poids de la Chine sur les acteurs du luxe, comme ça vous aurez des éléments. Plus de 50%, c'est Swatch. Zegna, c'est une marque italienne de prêt-à-porter connue. Richemont, Burberry, Ferragamo, Prada, Kering, Dodge, Porsche, Hermès, LVMH. Donc vous voyez, on est à 30% sur la partie chinoise. Donc c'est un graphe intéressant. Alors, on Et passe. avançons parce que Oui, j'ai l'impression exactement. que certains de nos auditeurs se disent mais qu'est-ce qui se passe Quand est-ce qu'on parle de moi, de mon Exactement. immobilier? C'est ça que vous vouliez aborder? Alors, l'immobilier, oui, parce que malheureusement, je parlais ce matin avec un promoteur immobilier qui m'expliquait que c'est un secteur qui est en chute libre absolument, notamment, incriminait-il, à cause d'Emmanuel Macron et de de son plan ou ZAN, donc zéro artificialisation nette des sols, qui, selon lui, donc, empêche absolument toute construction et provoque parfois la ruine des promoteurs immobiliers. Et il me citait l'exemple d'une entreprise qui est passée de 400 salariés à 70, ce qui est quand même assez démentiel. Alors, je crois qu'il faut toujours différencier de la partie neuf de la partie de l'ancien. Ouais. Donc, vous avez commencé par le neuf. Je vous ai sorti un petit graphe là, qui vous montre que trimestre par trimestre, nous étions donc en 2018 à 25 000 mises en vente de logements neufs, 2020, 19, 23 000 en 2022. Au troisième trimestre 2023, donc il y a un an, on était à 14 000, donc on est passé de 23 000 à 14 000, alors que la moyenne c'est plutôt 20 000. Et là, on est à 8 600, donc on en baisse de 41% sur l'année dernière. Mais c'est plutôt 65% sur la moyenne. Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, il y a évidemment cette histoire de ZAN. De ZAN. Il y a aussi les maires, puisque les maires aujourd'hui sont de plus en plus pris dans des aspects écologiques divers et variés. Donc, il y a cela. Et donc, c'est sûr que les promoteurs... Et puis, il y a quand même aussi le marché, parce que les primo-accidents ont complètement disparu. Ils sont en train de réapparaître un petit peu, mais ça va mettre un petit peu de temps. Heureusement, il y a les bailleurs sociaux qui s'en font un peu la contrepartie. Heureusement ou malheureusement? Moi, je dirais heureusement, parce qu'il y a quand même des problèmes de logement. Donc après, il y a vous allez me parler des dettes et des déficits, des emprunts. Donc, Pas seulement. Quand on voit les bénéficiaires des bailleurs mettons dans ces logements, on peut se poser la question de l'opportunité du logement social. Bon, et ça, vous connaissez les lois qui ont été mises en place, donc c'est pas ma partie. Non, c'est pas la faute d'Éric Je me retire. Je retire mon propos. Ah, bah, vous avez. Je ne retire pas mon propos, mais vous assumez. Je vous rends la parole. J'ai aucun problème. Après, donc sur le neuf, il y a cela, donc il y a aussi l'action des maires, et puis on est dans un pays où, heureusement, là, il y a eu quelques jurisprudences qui ont calmé un peu les choses. C'est dès que vous avez un projet immobilier, vous avez des recours qui vous tombent sur la figure, et les recours, c'est fait par des gens qui veulent vous soustraire de l'argent parce qu'ils ne sont pas contents qu'il y ait un petit immeuble de 3 étages. Ça, c'est dans la meilleure situation. 3 étages qui soient pas trop loin de chez eux. Donc là, dernière, je pense, on peut être plutôt favorable. C'est un peu changé. Donc, j'espère que ça va se généraliser et qu'on arrêtera d'avoir des recours dans tous les sens. Mais bon, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Bon, alors, l'ancien, oui. L'ancien, c'est très différent. Donc là, je vous ai sorti un tableau. C'est très intéressant. Alors, attention, c'est des moyennes. Attention aux moyennes. Mais sur Paris, le prix moyen à Paris, c'est 9 282 € le mètre. La hausse est de 17% en 10 ans. Sur 5 ans, c'est moins 9. Depuis le DBD, c'est moins 1,2. Évidemment, ça dépend des quartiers, des emplacements, compagnie. Mais donc là, Paris, ça se calme. Les grandes villes, elles, ont pas mal monté depuis 10 ans, 38%. Et donc, c'est à 0 ou à moins sur les tops des 50 grandes villes. Et les zones rurales, en fait, ont pas mal remonté à cause du Covid. Avec le coronavirus. Oui. Donc, c'est vraiment ça qui joue. En moyenne, en France, c'est 25% sur 10 ans sur l'ensemble du secteur et on est quasiment à 0. Après, le prix, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est le volume. Et donc là, le volume de l'ancien, les transactions sont encore faibles par rapport à ce que ça a été. Il y a un problème de rencontre de l'offre et de la demande et les vendeurs sont trop hauts et les acheteurs sont en bas en train d'attendre. Alors, plus tous les aspects de l'ancien, de tous les
les appartements qui sont pas aux normes et donc qui posent pas de problème. Donc ça, c'est un véritable sujet, un véritable sujet qui est en train de pourrir l'ensemble du marché de l'ancien. Et donc là, c'est sûr que c'est un véritable problème, ça. Jean-Yves Le Gallou. Moi, je crois qu'il y a vraiment un grand coup de la réglementation qui aboutit à une complexification de toute transaction. Et donc, si j'emploie du jargon économique, c'est le coût de transaction augmente, non pas seulement le coût de transaction par les frais, mais et puis toute l'intermédiation et le coût en temps. Oui. Et puis il y a aussi tous les travaux de rénovation qu'il y a pour mettre aux normes, ça fait travailler des entreprises qui sont plutôt ralenties sur la partie du neuf, mais on arrive à avoir des choses assez aberrantes dans certains endroits. Donc là, ce serait bien que la réglementation se calme un peu sur ce sujet. Là, ça vient pas. Vous savez très bien que la réglementation vient de l'Union européenne, ça vient d'en haut. Donc là, Trump, lui, va diminuer là. Il veut déréglementer, j'ai oublié de le dire. Oui. Et donc, il y a quand même un sujet. Mais les diagnostics énergétiques et tout, c'est devenu insupportable. Ah oui, déjà, on ne peut même plus vendre sa maison. Enfin, c'est difficile. La première folie, ça a été la loi Allure qui a enchaîné. Donc, voilà. Alors, on va devoir avancer. On va sauter un sujet que j'aurais beaucoup aimé traiter, mais peut-être est-ce que vous pourrez revenir, Éric Doutrebente, pour en parler. C'est la question du nuage souverain. On en reparlera un autre jour. Ah oui, je pense. Le nuage souverain, ce n'est pas le nom d'un chef indien. C'est ce que les Anglais appellent le cloud, c'est-à-dire la gestion des données, le stockage des données. Et souverain, évidemment, c'est l'appropriation de ces données par un pays, ou la protection en tout cas de ces données par un pays. Et il y a un énorme scandale dont j'aimerais vraiment que vous puissiez revenir en parler, parce que notamment Emmanuel Macron a sacrifié la souveraineté du nuage souverain, donc du cloud souverain, en le vendant, en le confiant à Google, au lieu de le donner à une entreprise française qui aurait voulu être sur le marché. On en reparlera. On va revenir tout de suite donc au sujet fondamental qui est le portefeuille des auditeurs de Radio Courtoisie, mais aussi le mien. Donc, si vous voulez bien, vous gérez donc des patrimoines de personnes, d'individus. En tant que spécialiste justement de gestion privée, comment est-ce que vous abordez les successions de vos clients ? Alors, les successions, d'abord, il y a une partie des clients, quand on voit un client, on lui demande, un prospect, on lui demande s'il est superstitieux ou pas. Donc, s'il n'est pas superstitieux, on y va. Donc, on lui dit, écoutez, est-ce que vous avez encore vos parents ? Oui, les âges, machin. Vous avez combien de beaux-frères, belles-sœurs ? Donc, on arrive à avoir une situation globale. Et on dit, alors, vos beaux-parents, est-ce qu'ils ont fait des choses pour leur succession ? Non, ils n'ont pas fait. Et ils vieillissent, ils ne veulent rien faire. Donc, on essaie de rentrer dans la vie intime des gens par rapport à la succession. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est un panorama très précis de l'ensemble de la famille, les pièces rapportées, est-ce qu'on est riches, sont pas riches. Donc, on a vraiment... Et quand vous avez ça, vous arrivez à conseiller une famille. Ce que font peu les gens, parce que de parler de sa mort ou de parler de son futur handicap, si vous faites renverser en sortant de l'émission de Radio Courtoisie, les gens n'aiment pas. Donc, nous, on est quand même assez... cash et direct et je dirais un peu violent sur le sujet parce que on est tous de passage sur Terre. Moi, j'ai envie de retrouver tout le monde là-haut. Donc, ce qu'il faut, c'est s'entraider. Donc, premier sujet, aborder la succession et pas attendre d'avoir 80 ans. Deuxièmement, aborder le testament. Le testament n'est souvent pas évoqué, par exemple, par les notaires. J'ai des copains notaires, ils me disent, mais je ne parle jamais de testament. Si tu parles de testament à quelqu'un, il dira aller faire la succession chez un autre notaire. On me raconte ça. Moi, je crois qu'il faut plutôt en parler de testament. Il faut parler de mandat de protection future pour protéger en cas d'incident. Il ne faut pas hésiter à le mettre en place parce que c'est trop compliqué. Il faut faire des procurations générales. Et les successions, ça se prépare. Donc, j'avais encore une réunion ce matin avec une famille que je connais depuis... Elle me connaissait depuis 1967. Donc, pour vous dire que... Voilà. Cette famille-là, on a parlé de succession, on a fait une simulation de droit de succession en disant, voilà, si vous cassez votre pays tous les deux, ça coûte tant. Les donations, tu n'en as pas fait parce que tu attendais que ta chère mère meure, mais depuis, tu as eu des changements immobiliers, tu avais des espèces de résidence principale à arbitrer. Et donc, c'est le moment de faire des présents d'usage à Noël
pour tes enfants. Présent d'usage, je rappelle que j'en ai parlé l'autre jour sur Radio Courtoisie, mais c'est quand même un bel instrument. Et puis, C'est-à-dire que c'est une donation de son vivant, quoi. non, présent d'usage, c'est un présent qu'on fait au moment de Noël et qui n'est pas rapportable à la succession, qui n'est pas non plus déclarable aux impôts. Il faut que ce soit juste équilibré, donc c'est un véritable sujet. Mais donc il y a aussi des aspects de donation. Pour bien préparer cette succession, il faut se dire, je suis de passage sur Terre. Donc, quelles sont les conséquences? Et par exemple, il y a trop de sujets où on laisse les choses en indivision, et puis on verra ça plus tard, quand je serai plus là, les enfants se débrouilleront. Ça, c'est la pire des choses. Il faut mieux régler les choses de son vivant. Pour Et éviter les donc, conflits, notamment. faire des donations. Faire des donations, vous gardez l'usufruit, c'est-à-dire que vous gardez la mainmise sur vos biens, si c'est utile. Mais c'est aussi idiot de faire des donations, de tout garder, alors que vous pouvez donner en pleine propriété. Et ça dépend vraiment de plein de situations. Alors nous, on fait une synthèse patrimoniale pour nos prospects, quand c'est utile. On leur sort le montant des droits de succession, si monsieur meurt en premier, si madame meurt. Donc on voit des chiffres. Et je crois que peu de gens font ça. Et puis après, on leur dit, à votre place, voilà ce qu'on ferait. C'est à votre place, voilà ce que je ferai. Donc c'est un peu engageant de notre part. Mais ça permet à la famille de réfléchir et puis après de se dire, bon, je vais faire une donation, je ne vais pas en faire. Il y a aussi une donation inégalitaire. Donc évidemment, les notaires n'en parlent jamais parce que c'est un peu une source de complications. Mais vous avez différemment. Dans une famille, vous avez un qui est très pris, qui a été très gâté et son job a très bien marché, par exemple. Pourquoi il va s'amuser à avoir encore plus à la succession de ses parents? Au lieu de diviser, donc mettons qu'il ait 3 frères et sœurs, et bien lui, il a 1 000 € dans la donation et les autres ont 100 000 € dans la donation. Donation partage, ça fige les choses, c'est pas remis en cause les sommes, on ne va pas réclamer celui qui a 1 000 €, on ne va pas réclamer 99 000 € au moment de la succession de ses parents, c'est clair et net. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ce qu'il faut, c'est avoir la simplicité et l'humilité d'en parler. Donc après, ça veut dire qu'il faut envoyer cette synthèse patrimoniale au notaire du client. Il faut que le notaire ait l'humilité de recevoir une synthèse patrimoniale de droit de succession faite pas par lui, mais par quelqu'un d'autre. Donc il faut que le notaire travaille en équipe, ce qui arrive. Il y a des notaires très, très, très sympathiques à qui on peut travailler en équipe, d'autres on ne peut pas. Et puis après, on met en musique. Alors nous ne sommes pas notaires, mais avec mon ingénieur patrimonial, donc l'ingénieur patrimonial de Tiepolo, ça permet de simplifier les choses. Et puis après, quand la succession arrive, eh bien, on va accompagner les clients chez le notaire pour le premier rendez-vous, quand on l'a mis dans les mains d'un notaire ou quand il y a une problématique, et on essaye d'aider les gens au-delà de l'enterrement où je me fais un point d'honneur d'aller remercier ceux qui m'ont enrichi depuis X années. Et il y a des aspects d'enrichissement, mais aussi des aspects d'amitié. Et je pense que le respect des morts, ça serait... Je suis un peu étonné de voir qu'il y a de moins en moins de monde dans les églises au moment des... Alors nous faisons, je vous prends au mot, parce que nous faisons des messes pour les défunts qui font un legs à Radio Courtoisie. Bravo, mais je pense que c'est la moindre des choses. Alors malheureusement, le temps presse. On va passer du décès à la vie active tant qu'il en reste un peu. Alors je rappelle rapidement simplement que Radio Courtoisie a un fonds de dotation et que pour les personnes qui souhaitent faire un legs à des personnes qui ne sont pas leurs héritiers directs, il y a une taxe de 60% qui est versée à l'État et qu'on peut contourner cette taxe en faisant un legs. Pas contourner. Chère République nous offre la possibilité de pouvoir optimiser. C'est joliment dit. Voilà, c'est-à-dire que si on fait un legs en rendant, par exemple, le fonds de dotation de Radio Courtoisie légataire universel, il a la charge de reverser la part qui appartient au légataire, donc 40%, et il peut en garder les 60% qui normalement iraient à l'État. Alors, il n'y a pas que... Donc vous avez par exemple des neveux et nièces, au lieu que les neveux et nièces vont avoir 55% de droits, vous mettez le fonds de dotation, alors ça marche aussi dans le cadre des fondations, vous mettez la fondation légataire universelle et à charge pour elle de redonner les 45% qui étaient prévus à vos neveux et nièces. Un fonds de dotation, c'est plus simple, c'est quelque chose qui est souvent pas assez évoqué pour quelqu'un qui va vendre sa boîte, alors que c'est un très bon moyen. Vous apportez des titres à votre fonds de dotation puisque vous avez toujours eu l'habitude de donner aux bonnes œuvres. Vous apportez vos titres nettement avant la cession
Après, au moment de la cession, vous revendez les titres. Il n'y a pas de plus-value entre d'apporter, il n'y a pas de plus-value. Entre l'apport et après la revente des titres, vous n'avez pas non plus de plus-value. Le jour où vous vendez votre boîte, les titres qui sont dans le cadre du fonds de dotation sont vendus, vous retrouvez avec de l'argent. Et dans ce fonds de dotation, alors je vais faire de la pub pour eux parce qu'ils sont assez spécialisés, ça marche très bien. Le cabinet Del Sol est très spécialisé là-dessus et donc ils le font très bien. Et après, vous créez un fonds de dotation. Donc vous avez créé un fonds de dotation, vous mettez, il y a besoin de 5 personnes qui gèrent et puis tous les ans, vous décidez de distribuer telle somme aux bonnes œuvres. Donc, surtout pour les gens qui ont eu des activités avec des revenus non négligeables et qui ont utilisé, qui ont toujours été au maximum, par exemple des 20% de votre revenu imposable, eh bien, ils peuvent se dire, mes enfants n'auront peut-être pas les mêmes moyens que moi et donc je distribue via mon fonds de dotation. Donc, le fonds de dotation de Radio Courtoisie peut être aussi un réceptacle pour les gens qui n'ont pas d'héritier. Alors, il vous reste 3 minutes pleines, 3 belles grandes minutes pour dire aux auditeurs de Radio Courtoisie donc, les actions qu'ils pourraient entreprendre en cette fin d'année. Je rappelle, pardonnez-moi, que vous êtes donc le président du comité de surveillance de Tiepolo. Tiepolo, c'est T-I-E-P-O-L-O. Il y a un site internet, si les auditeurs de Radio Courtoisie veulent en savoir plus sur les conseils que vous pouvez leur prodiguer, qu'ils n'hésitent pas à vous contacter. Qu'ils n'hésitent pas. 3 minutes. Alors, premier point, il faut toujours faire une synthèse patrimoniale, quel que soit le moment de l'année. Deuxième point, c'est le moment où vous pouvez faire vos dons. Donc, je rappelle, c'est 20% de revenus imposables maximum. Mais si vous faites plus, c'est reportable. Après, il faut faire des petits calculs. Il faut être conseillé, et ça, c'est assez facile. Donc, c'est le don sur l'impôt sur le revenu. Pour les chefs d'entreprise, vous avez une holding, vous avez une société de conseil, et puis vous marchez très bien. Vous êtes un ancien, une boîte de conseil qui génère 200 000 euros de revenus. Eh bien là, vous n'êtes pas limité avec les 0,5% du chiffre d'affaires. Vous pouvez donner jusqu'à 20 000 euros. Donc, le chef d'entreprise ou celui qui a une boîte de conseil, il peut donner soit 0,5% du chiffre d'affaires avec un minimum de 20 000 euros. Donc, c'est quand même intelligent. Donc, il y a l'impôt sur le revenu, les 20%. Exemple, vous donnez 1 000 euros à Radio Courtoisie, eh bien, ça vous coûte réellement qu'un tiers, puisque les 2 tiers, vous l'avez en réduction d'impôt. Donc, ça, c'est première action. Deuxième action, il faut toujours pas oublier de faire plaisir à vos enfants, aux petits-enfants. Donc là, c'est l'aspect de présent d'usage. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Vous décidez par rapport à votre patrimoine, par rapport à vos revenus, que vous donnez 3 000 euros à vos 3 enfants et 1 000 euros à chacun de vos petits-enfants. Vous faites une belle lettre signée pour Noël et tes étrennes. J'ai la joie de te faire un virement de 3 000 euros sur tel. Et puis vous gardez ce document dans vos papiers. Celui qui reçoit garde ce papier-là. Et puis, normalement, il n'y a pas de contestation si vous avez fait ça correctement et de manière raisonnable. Et je peux vous en reparler. C'est quand même hallucinant de devoir prendre ce genre de précautions pour donner son propre argent à sa propre famille. Mais bon. Non, vous pouvez aussi donner aussi un tableau que vous avez. Vous pouvez donner des choses. Mais ce qu'il faut, c'est le formaliser et pas s'amuser en plus à le déclarer, parce que les gens mélangent tout. Et donc, on a besoin un peu de conseils. Ça n'a aucun rapport avec les donations. Alors, je crois qu'il nous reste 1 minute. Si vous reste un dernier conseil à donner, non, il ne nous reste même pas 1 minute. Alors, je pense qu'il faut diversifier son patrimoine. Et donc, quand vous êtes sur les aspects financiers, on ne l'a pas évoqué, mais ça doit se sentir par rapport à ce que j'ai évoqué, la partie hors Europe doit devenir plus importante qu'avant. Donc, la partie américaine doit augmenter. Et si on est logique par rapport à ce que l'on dit, les marchés américains vont être encore privilégiés. Et la partie française, ça dépend des sociétés, mais il faut augmenter la partie américaine dans ses actifs. Donc, entendu. Alors, malheureusement, je dois vous couper, Éric d'Outre-Bandt. Merci beaucoup d'être venu. Merci Xavier Van Liert, Jean-Yves Le Gallou, merci Françoise et merci Virginie. Si vous voulez bien, nous vous réinviterons prochainement pour parler donc du nuage souverain et puis pour parler également, donner des conseils aux auditeurs de Radio Courtoisie qui parfois sont aveuglés par des conseils de charlatans et de farfelus, et je pense qu'il est important d'avoir quelqu'un et surtout ne pas désespérer. Pas désespérer. Voilà. Sur ce, merci beaucoup chers auditeurs, à la semaine prochaine.